Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la digoxine. C'est la partie 2 de la vidéo sur les antiarythmiques. Si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous invite à aller la regarder, je vous mettrai le lien en description juste en dessous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite clochette pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à aller visiter mes comptes Instagram, Twitter et Facebook. Alors la digoxine, elle fait en fait partie des digitaliques qui sont des substances d'origine végétale qui ont été découvertes par un médecin botaniste appelé William Withering. Il a découvert cette molécule en ayant utilisé des plantes chez ses patients souffrant de troubles cardiaques. La plante qu'il a utilisée, c'est la digitale pourpre, appelée aussi Digitalis purpurea, et en fait il s'est rendu compte que ça avait un effet bénéfique contre leurs troubles cardiaques, et en fait il va découvrir qu'elle contient un principe actif qu'il nomme la digitaline. C'était une substance qui est toxique, et c'est pour ça qu'on l'appelait The Witch's Gloves, qui veut dire les gants de la sorcière. L'autre nom qu'on donne à ce groupe, ce sont les glycosides cardiaques ou tonicardiques, car ils possèdent un noyau stéroïde commun qui est substitué par un ou plusieurs résidus glycosides en C3. La digoxine est en fait le seul digitalique commercialisé de nos jours. Il est indiqué dans l'insuffisance cardiaque où il a un effet inotrope positif, mais les traitements de l'insuffisance cardiaque se sont améliorés, du coup elle n'est quasiment plus utilisée dans cette indication. Elle est aussi indiquée dans la fibrillation auriculaire, où donc elle va contrôler la fréquence ventriculaire. Ça sera son indication la plus fréquente. Donc de manière générale, la digoxine est en fait un antiarythmique. Alors comment est-ce que cet antiarythmique agit? Voici une cellule myocardique avec à l'intérieur un réticulum sarcoplasmique. Dans cette cellule, on retrouve un transporteur NAK-ATPase que la digoxine va justement inhiber. Elle va bloquer ce transporteur, du coup le potassium ne pourra plus rentrer dans la cellule et va s'accumuler à l'extérieur, et le sodium ne pourra plus sortir et va s'accumuler à l'intérieur. On parlera d'hyperkaliémie extracellulaire et d'hypernatrémie intracellulaire. Cela va induire l'activation d'un autre transporteur Na+, calcium, de manière à faire sortir un peu du sodium accumulé dans la cellule, et la conséquence, ça va être l'entrée du calcium dans la cellule. Cette entrée de calcium va continuer avec l'activation d'un transporteur calcique qui va faire rentrer encore plus de calcium dans la cellule. On finira donc avec une hypercalcémie intracellulaire. Avec tout ce calcium dans la cellule, il faudra bien l'utiliser et en fait, il va aller rentrer dans le réticulum sarcoplasmique. Il va ensuite être libéré lors de la dépolarisation cellulaire suivante pour en fait être utilisé dans les fibres musculaires qui sont composées d'actine et de myosine. Donc la conséquence de cette hypercalcémie, ça va être tout simplement l'augmentation de la contractilité myocardique, qui correspond à un effet inotrope positif. Les autres effets majeurs de la digoxine, c'est qu'elle soit tonotrope positive, c'est-à-dire qu'elle augmente la tonicité cardiaque, mais aussi chronotrope négatif, c'est-à-dire qu'elle va diminuer la fréquence sinusale, et aussi dromotrope négatif. Alors la digoxine, son avantage, c'est qu'elle a une action qui est rapide, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir agir en 10-30 minutes par voie injectable, et en 1 heure à 2 heures par voie orale. Cela est lié à sa bonne absorption et au fait qu'elle soit hydrosoluble. Et l'avantage de cela, c'est qu'on pourra avoir seulement une prise par jour puisque son temps de demi-vie est de 36 heures. Il faut savoir que son élimination est rénale sous forme inchangée, donc il faudra évidemment faire attention aux insuffisants rénaux et adapter la posologie à la fonction rénale. L'autre point très important qu'il faut savoir et auquel il faut faire attention, c'est qu'elle présente un index thérapeutique étroit qui se situe entre 0,8 et 2 nanogrammes par millilitre. Cela implique que si on a une concentration qui est supérieure à cet index, on risque d'être en surdosage et donc toxicité. Et si il est inférieur à cet intervalle, alors on sera en sous-dosage et donc inefficacité du traitement. C'est donc assez délicat. L'autre aspect important, c'est qu'il y a une forte variabilité interindividuelle, donc on n'aura pas la même réponse en fonction des personnes. Cela implique que si on a des concentrations plasmatiques qui sont adéquates, donc qui rentrent à l'intérieur de cet index thérapeutique, les effets indésirables vont être rares. Mais s'ils surviennent, alors ça signifie qu'on est en surdosage. Les effets indésirables qui peuvent survenir sont majoritairement cardiaques, du fait du mécanisme d'action de la molécule, mais aussi neurosensoriels et digestifs. Il faut savoir que la dose journalière est de 0,25 mg en moyenne, et la dose toxique est de 2 à 3 mg. Donc il en faut peu pour arriver à la dose toxique, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec cette molécule. Si on dépasse les 10 mg, alors on est dans un cas de toxicité très grave. Parlons donc de cette intoxication à la digoxine.
Elle commence par une première phase qu'on appelle le prodrome, qui débute par des symptômes de type digestif. La personne va ressentir des nausées et vomissements, une anorexie et des douleurs abdominales. Donc c'est comme ça que ça commence. Ensuite vont s'en suivre des troubles neurosensoriels. Ils vont se traduire au niveau visuel avec une vision floue, une diminution de l'acuité visuelle. Et ce qui est le plus spécifique de cette intoxication, c'est cette dyschromatopsie jaune-vert. La dyschromatopsie, c'est quand on confond deux couleurs, et dans ce cas, on va confondre le vert avec le jaune, donc les personnes vont voir tout en jaune quasiment. La deuxième phase, c'est la phase d'état qui est plus tardive et va se manifester par ces troubles cardiaques, et cela va apparaître dès la 6e heure. Donc c'est assez rapide. Les troubles cardiaques qu'on va retrouver, ce sont des troubles de l'automaticité et de la conduction, et donc on peut avoir des blocs atrioventriculaires et un raccourcissement du QT. La conséquence grave, c'est en fait un décès par fibrillation ventriculaire ou bien par insuffisance circulatoire cardiogénique, avec le cœur en fait qui ne sera plus capable de pomper et d'envoyer un flux suffisant. Le diagnostic principal se fait au niveau de l'ECG, donc là vous voyez un ECG normal, PQRST. Donc dans ce cas, on va trouver une cupule digitalique, qui est en fait un ST-, qui n'est pas un signe d'intoxication à la digoxine, c'est juste un signe d'imprégnation à la digoxine. Donc en fait, en faisant ce test, on sait que le patient est sous digoxine. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en surdosage, attention. Vers la 12e heure, on va retrouver l'aspect important, c'est l'hypercalémie dont on va parler maintenant. Donc voici le schéma qu'on avait vu précédemment par rapport au mécanisme d'action de la digoxine. On avait vu donc que le potassium s'accumulait en extracellulaire et ça donnait une hypercalémie extracellulaire qui est en fait un signe de surdosage. Mais cette hypercalémie ne va pas durer indéfiniment puisque le potassium va finir par s'épuiser et donner lieu à une hypocalémie, et là on est dans un signe de gravité. Donc le dosage de la calémie nous renseigne sur le stade de la toxicité. L'autre point à comprendre, c'est ce calcium en fait qui va s'accumuler dans la cellule, va aller activer les fibres musculaires, qui vont donc augmenter cette contractilité myocardique, mais en cas de surdosage, elle sera tellement importante qu'on va finir avec des troubles cardiaques. Alors comment est-ce qu'on prend en charge cette toxicité ? Le plus important, c'est toujours une hospitalisation en réanimation en urgence, avec une surveillance de l'ECG continue. Ensuite, on commence par un traitement évacuateur qui ne peut se faire que lors des phases précoces. On pourra donc faire soit un lavage gastrique, soit donner du charbon activé. Le charbon activé est peu efficace car les digitaliques sont émétisants, donc on risque de tout vomir. Ensuite, on passe au traitement épurateur pour donc épurer le corps de la digoxine. On le fait normalement avec une épuration extra-rénale, mais c'est inefficace, sauf dans le cas où on veut diminuer l'hypercalémie. Donc on le fait que pour le potassium. Le traitement symptomatique donc va dépendre des symptômes du patient. Il faudra corriger les troubles hydroélectrolytiques en faisant très attention au potassium, car même des petites variations du potassium peuvent avoir des conséquences très graves, donc il faut bien le surveiller. Si le patient est en phase d'hypocalémie, on pourra donner du KCl, et s'il est en phase d'hypercalémie, on pourra faire une épuration extra-rénale. Ensuite, il peut y avoir beaucoup de perte hydrique, ce qui est très grave chez les personnes âgées. Pour prendre en charge cela, on peut donner donc du NaCl isotonique. Et ensuite, bien sûr, on va avoir la correction des troubles cardiaques. Dans le cas d'une bradycardie, on va donner de l'atropine en 1 mg en intraveineuse. Et dans le cas d'une arythmie, on peut donner de la lidocaïne, qui est un antiarythmique, dont j'ai parlé dans la vidéo sur les antiarythmiques. L'avantage de la digoxine, c'est qu'on a un traitement spécifique. Ça veut dire qu'il y a un antidote. Ça s'appelle l'immunothérapie antidigitalique. Elle correspond à l'utilisation d'un fragment Fab d'anticorps antidigitaliques qu'on appelle Digifab. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un anticorps antidigitalique et on coupe le fragment Fab qu'on va utiliser contre cette intoxication. Donc une fois injecté, il va aller se fixer sur la partie génine active de la digoxine, ce qui va l'inactiver. Et ensuite, ça va former un complexe immun qui va s'éliminer au niveau urinaire. On pourra suivre cette élimination par un dosage, pour s'assurer du bon fonctionnement de la prise en charge. Par contre, le désavantage, c'est que c'est un traitement qui est très coûteux. Donc on va vraiment faire un calcul de la dose exacte pour donner juste ce qu'il faut. On devra donc effectuer une neutralisation équimolaire, en sachant que 80 mg de fragments Fab va neutraliser 1 mg de digitalique. Pour connaître la quantité de fragments Fab à utiliser pour pouvoir neutraliser les digitaliques présents dans le corps du patient, il faut déjà savoir si on connaît la quantité ingérée. Donc si c'est le cas et qu'on connaît la quantité en milligrammes de digoxine que le patient a pris, on pourra utiliser cette formule avec la quantité ingérée en milligrammes fois le volume de distribution en litres par kilo fois le poids du patient en kilos fois 10 puissance moins 3. Et cela va nous donner la dose en milligrammes en fragments Fab.
Il y a des cas où on ne connaît pas la quantité que le patient a ingérée et dans ce cas, on va toujours utiliser 80 flacons qui représentent 800 mg d'anticorps. Ensuite, une fois que le patient sera rétabli, on pourra reprendre le traitement mais en baissant la dose. L'autre aspect important, c'est la surveillance. Il faut absolument un suivi thérapeutique pharmacologique qui est régulier, qui doit être automatique chez des patients sous digoxine. Et aussi chez des patients qui vont avoir une intoxication à la digoxine. Il faut donc un suivi de la digoxinémie, qu'il faudra doser régulièrement, et il ne faudra surtout pas dépasser les 2 nanogrammes par millilitre, sinon on sera en surdosage. Il faudra donc aussi doser la kaliémie. Les normes, c'est 3,5 et 4,5 mmol par litre, car une dyskaliémie peut aggraver l'intoxication. Il faut aussi un suivi de l'ECG qui est très important, où on va en fait rechercher la cupule digitalique, qui est le signe d'une imprégnation en digoxine, mais pas d'une intoxication en digoxine, attention. Et faire un bilan rénal, puisqu'on a vu, il y a une élimination rénale de la digoxine forme inchangée, donc c'est contre-indiqué chez les insuffisants rénaux. Et il faut adapter la dose à la fonction rénale. Il existe des facteurs de gravité qui vont faire qu'une éventuelle intoxication à la digoxine sera encore plus grave, donc on va éviter d'utiliser la digoxine chez ces patients-là. Ça sera donc les patients qui ont un âge supérieur à 60 ans. S'ils prennent de la digoxine, il faudra être particulièrement vigilant, mais aussi le fait d'être un homme est un facteur de gravité. Ensuite, les antécédents cardiovasculaires, les dyskaliémies, on a vu pourquoi, et si le patient souffre d'un BAV car il y a un risque majeur de décès. Il existe des contre-indications importantes à savoir, ça sera les BAV bien évidemment, les médicaments hypokaliémiants, mais aussi le calcium en intraveineux, car le calcium va augmenter la toxicité des digitaliques, puisqu'on a vu que le calcium jouait un rôle important dans les troubles cardiaques liés à la digoxine, avec cette accumulation de calcium en intracellulaire et l'augmentation de la contractilité cardiaque. Et enfin, l'insuffisance rénale sévère est une contre-indication. Une autre contre-indication qui est aussi une contre-indication d'autres médicaments très fréquentes, c'est le millepertuis, qui est une plante inducteur enzymatique. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo sur la digoxine. C'est un sujet intéressant avec une toxicité importante à savoir. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous.